Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Alors, si je reviens maintenant, si en gros on a compris pour des solutions régulières avec des m et des n, des m strictement positifs, on sait quel est le cadre dans lequel on doit s'attendre à l'unicité, les conditions. Bon, c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'on sait démontrer qu'il y a des solutions régulières? Et la réponse va être non. Donc il va bien falloir aussi se reposer la question de l'unicité. Mais rassurez-vous, ça sera beaucoup plus simple. On arrivera à avoir suffisamment de régularité pour s'en tirer. Alors donc maintenant, réfléchissons un tout petit peu aux questions d'existence. Alors en existence, c'est quand même plus simple, comme toujours, de commencer par nu égale à 0, puisqu'on a obtenu une équation que je ne veux surtout pas réécrire, qui était une équation elliptique pour du, pour u, qui est complétée par une condition t égale à 0, u0, et une condition non linéaire en petit t égale à en grand T, qui est du sur dt, ça c'est une condition de Neumann en xt, plus 1 sur p m1 à la puissance b, gradient u à la puissance p, c'est-à-dire une brave équation, une brave condition de type Neumann non linéaire sur le bord supérieur de la boîte. Donc ici, vous avez une condition de Dirichlet, u égale à u0, puis ici, vous avez cette condition qui correspond bien à une condition de type Neumann avec du gradient tangentiel. Bon, c'est très non linéaire, mais c'est une bonne condition à la limite. Bon, alors, on a démontré que cette équation a été elliptique. Eh bien, on peut espérer essayer d'avoir des estimations a priori, et de fait, on peut obtenir des estimations a priori. Donc ça, je vous passe les détails, puisqu'on a déjà vu ça. Les estimations a priori, j'ai fait ça en détail dans certaines situations, mais ici, c'est beaucoup plus simple. Donc les estimations a priori que l'on peut obtenir, c'est bien entendu des bornes sur U et des bornes sur le gradient de U. En revanche, d'aller plus loin sur la régularité, là, pose un problème parce qu'il y a des singularités qui flottent. C'est à cause des m puissance. C'est-à-dire, si on savait que le m reste strictement positif, on saurait démontrer, on saurait obtenir des estimations a priori sur toutes les dérivées de u. Mais plus, il y a un problème. Alors, est-ce qu'on peut rajouter encore une petite observation là-dedans? La réponse est oui, parce que ça veut dire quoi, une borne sur m? M, après tout, dans le cas déterministe, ce n'est rien d'autre que gradient u puissance p. Bon, ok, c'est mb, mais c'est pareil en termes de borne, et c'est pmb même. Regardons l'essentiel, c'est gradient u puissance p sur moins ut. Donc là, je devrais dire U borné, puis aussi M borné. Et après tout, on se dit, si j'arrive à contrôler gradient U, je contrôle du M. Oui, mais ça, c'est une borne par-dessus. Et c'est une borne par-dessus, et une raison assez fondamentale, c'est que ça, c'est une fonction des dérivées premières. Je vous ai déjà montré que pour des fonctions d'une dérivée première avec des équations quasi-linéaires, c'est Bernstein, ça marche bien si la fonction est convexe. Et là, elle est convexe, c'est une fonction convexe de gradient U et de UT. UT est négatif, hein. Donc c'est toujours le calcul qu'on avait fait avec x puissance p divisé par y, avec y positif, mais si y est négatif, il faut prendre 1 sur moins y. Donc ça, c'est une fonction convexe de ces arguments. Si c'est une fonction convexe de ces arguments, on a naturellement pour MB, ou pour cette expression convexe, le fait que ce soit une sous-solution d'une équation quasi-linéaire elliptique, on arrive à avoir des estimations par-dessus.
Une estimation par dessous pour une sous-solution, ce n'est pas naturel. Donc, de fait, ben, le problème, c'est d'avoir une minoration sur M. Et ça, je ne sais pas le faire. C'est une question qui est loin d'être triviale. Ah, donc, ben, si je n'ai pas beaucoup de régularité et si je n'ai pas de minoration sur M, ben, qu'est-ce que ça veut dire être solution de l'équation? Donc là, pour l'instant, je ne conclus pas tout à fait sur l'existence. Je me contente de dire j'ai des estimations a priori. Bon. Alors, je vais plutôt maintenant continuer à réfléchir à l'existence dans le cas nu strictement positif. Il y avait quelque chose que je voulais dire, j'ai l'impression d'aller trop vite. Bon, c'est bon. Bon, alors comme les calculs sont assez horribles, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans le cas où P égale à 2. Ça sera déjà pas mal pour qu'on voit le genre de difficulté. Mais là, P égale à 2 ne joue pas grand rôle. Donc, le cas nu strictement positif, P égale à 2. Donc, bon, je sais typiquement que B est positif et inférieur ou égal à 2, on sait que c'est utile pour l'unicité. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information là-dessus? Ben, pas grand-chose, hein, a priori. Alors, qu'est-ce que je sais faire? Résumons un tout petit peu. Quand je voulais obtenir des estimations a priori pour ces fichus systèmes, qu'est-ce que je faisais? Soit j'étais dans des cas simples, où on se débarrassait d'une des équations, on disait on a déjà beaucoup d'informations avec une seule équation. Là, il y a un couplage très fort, c'est très non linéaire, on ne peut pas espérer une analyse découplée. Bon. Dans le cas des analyses couplées, qu'est-ce que je faisais qui marchait dans un cadre de lorsque f était croissant? C'est de se servir de l'identité. Identité remarquable. Bon. Alors donc, de quelle identité remarquable puis-je utiliser? Eh bien, c'est celle qui consiste à étudier d sur dt de l'intégrale de u moins u tilde, m moins m tilde, où u tilde, m tilde sont deux solutions du système. Et puis, si d'aventure, je sais bien choisir mon m et mon m, si je sais choisir m tilde et u tilde explicitement, ben ça va, si je récupère des bons termes en faisant ce calcul-là, ça sera, je m'en tirerai. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que ça fait, ce bazar-là? Ça veut dire qu'on est reparti pour la démonstration d'unicité. Ça veut dire qu'on est reparti pour la démonstration d'unicité en essayant de voir non seulement ce qui était positif, okay, mais de combien c'était positif? C'est qu'est-ce que ça nous apporte? Flûte. Il va falloir recommencer toutes les inégalités. Alors on va essayer de se simplifier la vie en disant bah, peut-être on va choisir quand même u tilde et m tilde pour que les calculs soient particulièrement simples. Alors pour que ça soit particulièrement simple, il est quand même raisonnable de prendre u tilde égale à 0. Ça sera une solution du système si je prends un m qui est maintenant solution de l'équation de la chaleur. Donc, est-ce que ça me paraît trop simple tout à coup? C'est correct ce que je suis en train de dire là? Si je prends U égale à 0, M solution de l'équation de la chaleur, bah oui, ça a l'air d'être correct. Je pensais prendre M tilde égale à 1, c'est-à-dire changer la condition finale, mais c'est... Là, au moins, j'ai même exactement la condition finale. Je n'ai pas la bonne condition initiale, mais j'ai exactement la condition finale. C'est mieux que ce que je me prêtais à faire. Et donc, lorsque je fais ce choix-là, avec des m que je maîtrise parfaitement, un m tilde qui est strictement positif, hein, là c'est l'équation de la chaleur avec une donnée finale strictement positive. Là j'ai des bornes, un u tilde que je connais parfaitement,
Bon, bah, m tilde, c'est comme si c'était une constante strictement positive. Hein. Pareil, c'est une fonction, mais ça ne change pas grand-chose. Donc là, maintenant, je peux faire le calcul, notre calcul favori. Alors, bah, ce calcul, que me donne-t-il? Il me donne, c'est reparti, gradient U M1 moins B moins, alors là, le gradient U tilde, il n'y en a plus. Ouais, multiplié par gradient U. Gradient U moins U tilde. Ça, c'est le premier terme. Ensuite, j'ai moins 1 demi de gradient U carré divisé par MB multiplié par M moins M tilde. Voilà. C'est quand même beaucoup plus simple. Hein. On n'est pas en train de se retaper la démonstration complète de l'unicité de ces fichues inégalités. Donc maintenant, ensuite, vous voyez que ça vous fait du gradient U carré. Regroupons, pardonnez-moi. En gradient U carré, ça me fait du gradient U carré sur MB. Et j'en ai un 1 demi de M. C'est le calcul qu'on a déjà fait tout à l'heure. Hein. C'est M plus M tilde sur 2. Donc maintenant, ensuite, j'intègre ceci entre 0 et grand T, et j'enduis donc l'intégrale double de gradient U carré sur MB. M plus M tilde sur 2, et majoré par quoi? Enfin, est égal. Quand j'intègre ceci de 0 à grand T, en grand T, M et M tilde sont égaux, donc ça disparaît. Et il me reste uniquement la condition initiale, c'est-à-dire est égal à moins l'intégrale de U tilde, ça vaut 0, donc c'est U0 fois M de 0 moins M tilde de 0. Maintenant, U0, je le connais parfaitement. M de 0, c'est une mesure de proba. C'est-à-dire, tout ça, je peux le majorer très brutalement par la norme à l'infini de U0 fois l'intégrale de M de 0 qui vaut 1 plus l'intégrale de M tilde de 0 qui vaut 1. Et donc, tout ça, c'est majoré par une constante. Bon, alors là, j'ai obtenu une information. Hein. J'ai obtenu une première estimation a priori qui consiste à me dire que gradient U carré sur MB est positif et est borné, et que gradient U carré multiplié par M1 moins B est aussi borné. Donc, la conclusion, ça, comme estimation a priori, donc première estimation a priori, j'en déduis que l'intégrale de gradient U carré sur MB plus l'intégrale de gradient U carré sur MB moins 1 est majorée par une constante. Pourquoi? C'est parce que M tilde est strictement positif. Donc le fait que M tilde soit minoré m'assure que j'ai une borne sur gradient U carré sur MB, puis autrement le M1 moins B, ou MB divisé par MB moins 1, je veux dire, c'est évidemment le premier terme. Alors ça nous donne quoi comme estimation a priori? Bon, ça nous donne un petit morceau, puisque là, j'ai gradient U carré sur MB, ça veut dire que le terme encadré, il est borné dans L1. Bon. OK. Alors, il me semblait qu'il y a autre chose qu'on pouvait faire là. D'accord, bon, OK. Oui, d'ailleurs, quand je dis B inférieur ou égal à 2, je ne sais vraiment pas le faire pour B égal à 2. J'ai des problèmes techniques que je n'ai pas regardé suffisamment précisément pour affirmer que ça marche, donc je préfère assurer en disant B plus petit que 2. Et là maintenant, je vais enlever la parenthèse, puisque là, on s'est vraiment servi. Enfin non, on n'est pas encore tout à fait servi, parce que là, la démonstration que je viens de faire, comme j'ai choisi un U tilde trivial, savoir égal à 0, elle marche pour n'importe quel B. En revanche, celle que je vais faire maintenant a besoin de B plus petit que 2.
Parce que ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller un cran plus loin. D'aller un cran plus loin en vous rappelant que si je sais obtenir... Qu'est-ce qu'on a démontré avec l'unicité? On a démontré que chaque fois qu'on prenait deux solutions, d sur dt de ceci était une certaine expression qui était positive, quel que soit u tilde mm tilde. Bien. Donc ça nous donne une certaine expression qui est positive. Bon, et alors, ce que je vous ai déjà indiqué, c'est que si on sait faire ça au niveau des solutions, en pratiquant la méthode des translations, c'est-à-dire en introduisant un U translaté, je vais pouvoir obtenir une estimation a priori au deuxième ordre, et puis c'est la seule qu'on puisse faire, en faisant un développement limité, si vous voulez, en regardant le terme en H2. Le terme en H2, parce que le premier terme va s'annuler pour des raisons symétriques, va donner aussi quelque chose qui correspond si on était en dimension 1. Et regardez le deuxième terme, c'est essentiellement regarder des expressions comme d sur dt de l'intégrale de gradient U, gradient M. Plus U Laplacien M, plus Laplacien UM, mais c'est trois fois, c'est tout le temps la même chose. Donc, en d'autres termes, c'est multiplier l'équation en U par moins Laplacien M et multiplier l'équation en M par moins Laplacien U. Alors, les calculs qu'il y a à faire dans ce cas-là, c'est monstrueux. C'est absolument monstrueux parce qu'il va falloir faire des intégrations par partie avec des termes extrêmement non linéaires. Normalement, si on se débrouille bien et qu'on fait tous les calculs, on récupère quelque chose de positif. Mais de les faire comme ça, moi, j'y suis jamais arrivé. Hein. Donc, faisant 2 erreurs de calcul par ligne, c'est inextricable. En revanche, si on le pratique de manière un peu plus systématique comme ceci, on se dit, bah, si je fais le développement limité à ce niveau-là, bah, je vais pouvoir lire les trucs. Alors, donc là, il faut maintenant, effectivement, repartir dans cette expression positive, et puis ensuite, on intégrera U tilde égale quelque chose de translaté. Vous allez voir, ça va nous donner des estimations a priori conséquentes. Alors, bah, pour ça, il faut réécrire un peu le terme que l'on avait. Alors, je risque de me planter en écrivant ça trop vite. Gradient U carré 1 sur 2 MB M plus M tilde plus 1 demi de gradient U tilde carré M tilde puissance B M plus M tilde. Après, c'est double produit, et c'est là où j'ai beaucoup plus de mal. Alors, c'est double produit, ce sera un signe près, mais le signe est important quand même là-dedans. Alors, c'est moins gradient U. Donc, si je fais ça, c'est le terme, c'est le moins gradient U. Gradient U tilde, j'ai a priori un 1, un M puissance 1 moins B, plus M tilde puissance 1 moins B. Je pense que le signe est correct. Oui, le signe est correct. C'est bon. Bon, et c'est ça, c'est ce bazar-là dont on a vu que pour B compris entre 0 et 2, strictement, c'était, pour B compris entre 0 et 2, c'était une quantité qui était positive ou nulle. Bon. Alors, je vais encore un peu plus me simplifier la tâche, parce que sinon, on va vraiment avoir du mal pour s'en tirer dans cette expression. Mais auparavant, il me faut que je me livre à une petite opération qui consiste déjà à intégrer ceci. OK. Ouais, bon, ça je vais laisser. Alors, pour qu'on y voit peut-être un tout petit peu plus clair, regardons le cas B égale à 1. Juste pour voir à quoi ça ressemble, ce terme.
puisqu'après, il va falloir faire un développement limité dedans, et ça va devenir rapidement inextricable. Donc, si B est égal à 1, vous voyez que vous avez M plus M tilde. Ici, là, vous avez... il y a quelque chose qui me turlupine avec les 1,5 là-dedans. Non, c'est ça. C'est correct. Alors, donc, vous voyez que vous récupérez dans ce cas-là 1,5 de gradient U carré M plus M tilde sur M, plus 1,5 de gradient U tilde carré M plus M tilde sur M tilde, moins 2 gradient U tilde. Bon. Et donc, ceci n'est rien d'autre que gradient U moins gradient U tilde en norme au carré. Mais là, il m'en manque, puisque ce qu'il me manque, c'est moins 1,5 de gradient U carré M tilde moins M sur M. Qui ne me plaît pas. Mais enfin bon, peu importe. Moins 1,5 de gradient U tilde carré. Un truc qui me turlupine, parce qu'on est censé lire la positivité de ce bazar-là directement, et elle ne me paraît pas claire. Non, pourtant la positivité, elle est claire au niveau précédent, alors je ne suis pas sûr de faire la bonne manipulation. Ah oui, pardonnez-moi, c'est pas ça que je vais faire. Alors, de quoi s'agit-il, ce bazar-là? Si je ne m'abuse, il y a une seule bonne manière d'écrire les choses. Donc, a priori, si j'écris gradient U, je ne me suis pas trompé là, M1 moins B, plus M tilde 1 moins B, donc ça paraît correct. Est-ce que ça, c'est bien un terme positif? Il y a quelque chose qui me... Pardonnez-moi, je reste un tout petit peu à cette inégalité, parce qu'avant de faire des manipulations, je veux être sûr que je ne me suis pas trompé dans une écriture. Bon, alors reprenons. Ce terme-là, il y est. C'est sur celui-là où j'ai un doute, puisque de toute façon, si je veux redémontrer la monotonie dans le cas B égale à 1, dans B égale à 1, ça me ferait un 2 ici, et je devrais donc dire que 2, c'est-à-dire 4, B2, est inférieur maintenant à 4AC, c'est-à-dire 1 est inférieur à 1 quart, c'est vrai, hein, de M plus M tilde, oui, c'est vrai, M plus M tilde au carré sur MM tilde, et ça, c'est effectivement correct. Bon, donc, c'est bien le bon terme, je vais vérifier ça. Bon, oui, je sais ce que je vais faire. Alors, donc, ce terme-là, effectivement, comme je viens de vous le redémontrer dans le cas B égale 1, mais c'est exactement la démonstration qu'on a fait dans le cas où B est compris entre 0 et 2, est toujours un terme qui est positif ou nul. Bon, et là, je viens de refaire le petit calcul montrant que le discriminant est positif, qui fait que cette forme quadratique en gradient U tilde est toujours positive ou nulle. Bon, alors maintenant, que vais-je faire? Bien, ce que je vais faire, c'est dériver ceci. Pensez que U tilde, c'est U de X plus H, que M tilde, c'est M translaté de H, et dérivé 2 fois par rapport à H. OK? Bien. Alors, il faut le faire. Hein. J'essaie désespérément. Alors, il y a simplement des petites remarques qu'on peut faire. C'est qu'il y a des termes qui se ressemblent beaucoup, parce que vous voyez que lorsque vous écrivez les choses, ici, c'est translaté de H. Donc, ouais, ça ne va pas aider beaucoup. Bon, tant pis. Peut-être
vous dire le type d'information que l'on va recueillir à l'issue de ce calcul. Donc, les informations que l'on va obtenir en faisant donc, les estimations a priori que l'on va obtenir, nouvelle estimation a priori que j'obtiens de cette manière. Donc vous pouvez un tout petit peu sentir ce qui va se passer, c'est que l'on va récupérer par dérivation, on va récupérer du D2U carré. Donc on va obtenir des estimations pour des objets comme D2U carré. J'ai déjà fait suffisamment de calculs aujourd'hui et je sens que je ne m'en tirerai pas maintenant. Donc D2U, des estimations sur D2U carré et des quantités du même style. Il y a des quantités aussi en gradient M carré qui vont sortir. Donc, on les fera tranquillement la semaine prochaine lors du dernier cours. Je préfère reprendre ça tranquillement. En revanche, ce sont des estimations qui vont m'assurer, donc que je vous explique un tout petit peu comment l'existence va fonctionner. Les premières estimations a priori que l'on récupère sont des estimations a priori sur gradient U carré sur M puissance B. Ce qui nous assure que l'on peut parler de ce terme-là, c'est une fonction dans L1. En revanche, je vais, par la démonstration que je compléterai la semaine prochaine, obtenir de la compacité, obtenir des bornes typiquement sur U dans H2. Je vais en fait obtenir aussi des estimations a priori sur des dérivés de gradient U carré sur MB. Enfin, donc, on aura des estimations, mais qui en aucun cas ne donneront des estimations sur le fait, pas d'estimation sur la positivité de M, c'est-à-dire disons sur 1 sur M. Donc ça, je ne sais pas. Ça, on ne sait pas. Pas d'estimation a priori sur 1 sur M. Et donc, a priori, on a les estimations a priori ne sont limitées en termes de régularité. Limitées sur la régularité de U. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce bas du coup, on a un vrai problème. C'est qu'est-ce que ça veut dire, l'équation? Et quid de l'unicité? Alors, je vais finir l'unicité aujourd'hui, comme ça je me garde l'existence pour la semaine prochaine, en disant, bon, ben, je vais revoir si je sais obtenir des estimations a priori sur gradient U carré, et prenons P égale 2, B égale à 1, pour qu'on voit à peu près à quoi ça ressemble. Puis après, on regardera les estimations a priori, comment ça marche avec un B qui est compris entre 0 et 2, mais vous verrez, c'est du même tonneau. On voit dans ce cas-là que la deuxième équation, il n'y a pas de problème, c'est un Laplacien U. Donc ça, pour définir la deuxième partie, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va faire comme c'est. La première, en revanche, dans la première équation, le gradient U carré, que veut dire la première équation? Si je ne sais pas que M est strictement positif. Donc la première équation, je vais dire que M est positif ou nul. D'un autre côté, si je multiplie cette équation par M, là où M est nul, si j'ai des bornes sur les dérivées secondes de U, et j'en aurai, et sur la dérivée première de U en temps, et j'en aurai, ben ça veut dire que gradient U s'annule, là où M s'annule. Donc la première équation, je m'attends quand même à ce que M soit positif ou nul, je m'attends à ce que gradient U soit nul là où M est égal à 0, et je m'attends à avoir l'équation du sur dt moins nu Laplacien U plus une certaine expression, puisque j'ai déjà commencé à obtenir une estimation L1 sur cette, c'est pas encore tout à fait suffisant, mais déjà, je peux m'attendre à avoir un f qui est déjà une mesure positive ou nulle, telle que du sur dt moins nu Laplacien U plus f soit égal à 0, et que f soit positif, et vaille ce que je veux, à savoir 1/2 de gradient U carré sur M, sur la zone où M est strictement positif.
En d'autres termes, là où m est strictement positif, j'ai la bonne équation. Là où m est égal à 0, j'ai l'équation, mais avec un truc qui est 0 divisé par 0, et c'est a priori n'importe quelle valeur positive ou nulle. Et donc, ça, on a une chance, effectivement, avec les petites estimations a priori, la première que j'ai obtenue et puis celle que j'ai mis un peu sous le tapis parce que ça ferait vraiment trop de calculs aujourd'hui. Cette interprétation, bon, ben ça c'est une chose positive. On se dit qu'on devrait arriver à construire des solutions comme cela, mais il y a un mais, on a l'impression aussi qu'on a perdu beaucoup d'informations en écrivant cette formulation. Et perdre beaucoup d'informations, c'est évidemment craindre de perdre l'unicité. Donc la première question qu'on doit se poser, c'est que, effectivement, avant même de s'acharner à démontrer l'existence d'une solution, c'est est-ce que ça remet en cause la démonstration d'unicité ou pas? Alors regardons un tout petit peu la démonstration d'unicité, puisque elle est d'une certaine manière, elle est toujours là. Lorsque b égale à 1, les choses sont plus claires. On voit que le terme, celui-là, je ne le réécris pas. Le terme que je viens d'effacer, il y avait un moins 2u gradient u tilde. Bien. Ensuite, j'ai un demi de gradient u moins gradient u tilde carré. Ah, oui, d'ailleurs, c'est comme ça que je voulais réécrire les choses il y a un instant. Un demi de gradient u moins gradient u tilde au carré, ça vient de la deuxième équation en multipliant par u moins u tilde. Et puis, c'est là où j'ai mes f. Pardonnez-moi. C'est pas du tout. Que suis-je en train de faire? Je suis en train de prendre la deuxième équation et la différence des deuxièmes équations. Là, c'est simplement un Laplacien u. Je multiplie par u moins u tilde. Donc, ce que je récupère, c'est gradient u moins gradient u tilde au carré. Ça, c'est la contribution de la deuxième équation. Maintenant, je retranche la contribution de la première équation, qui est quoi? Ben, il y a ce fameux f, maintenant, à la place du 1 demi de gradient u carré sur m, moins f tilde multiplié par m moins m tilde. Voilà ce que j'ai. Bon. Alors, regardons ce qui se passe lorsque et décomposons ce qui se passe suivant les zones. Alors d'abord, il y a la zone où à la fois m et m tilde sont strictement positifs. Alors ça, c'est la bonne zone, c'est la zone où on a les bonnes équations. Donc l'argument d'unicité fonctionne bien. Alors, donc, on peut réécrire brutalement les choses, mais c'est là où on récupère un demi de gradient u carré, m plus m tilde sur m, plus un demi de gradient u tilde carré, m tilde plus m divisé par m tilde, et moins 2 gradient u tilde. Et ça, c'est la quantité qui est strictement positive, enfin, qui est positive ou nulle, et strictement positive, sauf si gradient u est égal à gradient u tilde. Donc ça, évidemment, ce cas-là marche bien. Donc maintenant, regardons les autres situations. La situation où m est égal à m tilde est égal à 0. Alors là, déjà, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui se passe de bon, c'est que, bien sûr, je ne connais pas ce que c'est f et f tilde, mais je m'en fous parce que je multiplie par 0. Et donc, le seul terme qui me reste, c'est gradient u moins gradient u tilde carré. Ça, c'est toujours bon pour l'unicité. Bon, alors maintenant, le cas où m est égal à 0, mais m tilde est strictement positif. Et puis l'autre, il sera symétrique. Hein, donc, si on... Alors, dans ce cas-là, écrivons bien les différents termes. Que savons-nous? F tilde, on sait ce qu'il vaut, mais f, on ne sait pas ce qu'il vaut. Alors, on va écrire tous les termes soigneusement parce que ça marche juste.
gradient U moins gradient U tilde carré. Okay. Ensuite, on passe au F tilde, qui lui est ce qu'il vaut, et bien ce qu'il doit être, c'est-à-dire 1/2 de gradient U tilde carré sur M tilde. Ça, c'est plus F tilde, oui, c'est ça, multiplié par M moins M tilde. Mais M, ça vaut 0, là. Donc, ça me fait, je vérifie, ça me fait bien un moins 1/2 de gradient U tilde carré. Donc, ça, c'est la contribution du F tilde carré. C'est correct, oui. Et quel est le seul terme qui me reste? C'est moins intégrale de f, facteur de m moins m tilde, c'est-à-dire plus f m tilde. Et ça, je ne sais absolument pas pourquoi c'est ainsi. Pardonnez-moi, là, je commence à vraiment fatiguer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas? Gradient U moins gradient U tilde, ça, ce terme-là est correct. Le f moins f tilde, m moins m tilde. Le f tilde, c'est 1/2 de gradient U carré. Serait-il possible que le f ici... Ah oui, mais je sais que si m est égal à 0, oh là, ouf, j'ai eu peur. Il y a une information que je n'ai pas utilisée, pardonnez-moi, je suis vraiment fatigué, le décalage horaire cogne. Sur m égale à 0, gradient U, il vaut 0. D'accord? Donc sur m égale à 0, ce que je viens de dire était OK, mais gradient U, il vaut 0. Et donc, vous récupérez 1/2 de gradient U tilde carré qui est positif ou nul, et vous récupérez un deuxième terme qui est également positif ou nul, parce que la seule chose que vous ayez besoin de savoir, c'est que f est positif ou nul dans ce point-là. Et donc, là encore, ça marche pour l'unicité. Et puis l'autre terme, c'est le même par symétrie. Donc, la moralité, c'est que si vous écrivez ces informations, c'est que là où m est strictement positif, f vaut ce qu'il vaut, et que là où m est nul, gradient U s'annule, et que le terme dans l'équation, il est positif ou nul, ben vous en avez juste assez pour faire la démonstration d'unicité. Juste assez. Et bon, ben ça vaut mieux parce que autrement, on serait bien embêté, parce qu'on serait démontré l'existence d'une solution, mais on ne saurait pas si elle est unique ou pas. Tandis que là, on s'est démontré qu'il existe une solution. Je n'ai pas encore totalement décrit l'existence, mais je voulais conclure. Puis honnêtement, je ne m'en sortais plus sur les histoires d'estimation a priori, de la fatigue. Donc, je voulais aussi conclure sur l'unicité. Et l'unicité, là, on voit que bien même si on a une solution à régularité limitée, avec une interprétation qui semble généralisée de la première équation, eh bien, c'est juste suffisant pour démontrer l'unicité. Et donc, c'est déjà pas si mal que ça. C'est déjà ça. Alors, on voit également aussi que la démonstration... Pardonnez-moi, j'avais vraiment complètement oublié. Et d'ailleurs, là, sur cette zone, vous n'avez que des zéros. Un gradient U vaut 0, gradient U tilde vaut 0. Donc, on sait déjà qu'ils sont égaux. Puisqu'on est sur la zone où m est égal à 0, m tilde est... Alors, ça, c'est l'argument. L'argument que je faisais, en fait, il marche pour n'importe quel B. Je ne vais pas me relancer dans la démonstration, mais vous voyez bien que de toute façon, tous vos zéros, là où m et m tilde sont nuls, là où m et m tilde sont strictement positifs, c'est la démonstration habituelle. Et enfin, la dernière observation, c'est que lorsque m est égal à 0 et que m tilde est strictement positif, là, les choses sont beaucoup plus simples. Donc, lorsque m est égal à 0, m tilde est strictement positif, les choses sont beaucoup plus simples parce que les termes en gradient U, donc, je résume la démonstration que je viens de faire, c'est que les termes en gradient U sont nuls et que vous voyez que de l'équation, si on essaie d'analyser pourquoi ça marche, parce que j'ai eu un trouble d'ailleurs il y a un instant, mais j'avais été un peu surpris initialement que la démonstration marche. J'avais l'impression qu'on avait beaucoup relâché la notion de solution. Donc, permettez-moi de revenir un tout petit peu sur la démonstration de l'unicité que l'on vient de faire, qui
C'est juste un tout petit peu plus compliqué ici, puisque je suis en train éventuellement de manipuler gradient U divisé par M1 moins B moins gradient U tilde divisé par M1 moins B, M moins M tilde. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce qu'il faut faire attention aussi à ce que ça veut dire quand M est égal à 0, ces termes-là. Mais je commence à en avoir assez. Donc là, c'est un plus, oui, c'est ça. C'est ça. Bon, alors typiquement, la zone d'intérêt. La zone d'intérêt, c'est B-1 ici d'ailleurs. Et ça, c'est M tilde. OK? Alors, en termes de puissance de M, pourquoi il n'y a pas de difficulté de définition de la démonstration d'unicité, pourquoi il n'y a pas de difficulté lorsque B est compris entre 0 et 2, vous le voyez, c'est ici. Regardez la multiplication. Je suis toujours en train de regarder un peu, d'analyser la démonstration d'unicité. Regardez le terme en gradient U divisé par MB-1 multiplié par M, hein, si on veut regarder l'annulation. Et à nouveau, qu'est-ce que vous voyez apparaître? C'est du gradient U, M à la puissance de moins B. Et vous voyez que si B est plus petit que 2, ça marche. Ce n'est pas un terme singulier. Donc là encore, dans la démonstration d'unicité, le B plus petit que 2 va aussi jouer un rôle pour désingulariser certains des termes. Bon, alors je rentre, je ne vais pas y passer trop de temps, mais fondamentalement, ce que l'on vient de voir, c'est que lorsque M est égal à 0, et que M tilde est strictement positif, la contribution qui est réellement délicate, parce que les gradients s'annulent, la contribution qui est réellement délicate, c'est la contribution qui vient du F, parce qu'on ne sait pas ce qu'il vaut. Excusez-moi, mais là, il y a un moins. Il y a un F, c'est donc l'intégrale de Fm. C'est ça le terme qui est délicat, parce que le terme en F tilde, le terme en F M tilde, parce que M est nul, donc celui-là, il a disparu, et j'ai le terme en M tilde. Le terme en F tilde, M tilde, ça c'est le terme habituel de l'unicité. Je suis à une zone où M tilde est strictement positif, donc là, il n'y a pas de problème. Là où, a priori, j'ai une difficulté, c'est pour gérer le terme qui est 2 signes moins, qui est en F M tilde. Et vous voyez que ça, c'est indépendant de B. La seule chose qui compte là-dedans, c'est que F soit positif ou nul. Et on a bien une quantité qui est positive ou nulle. Donc, la petite démonstration que je viens de vous faire dans le cadre où B est égal à 1, elle reste tout à fait valable pour les B qui sont compris entre 0 et 2, même si je ne vous ai pas totalement indiqué de manière générale quelle était la signification de la deuxième équation. Hein, le gradient UP-1 M à la puissance 1 moins B, quand B égale à 1, je vous dis, ça fait Laplacien U. Mais si M s'annule, qu'est-ce que ça fait? Alors, à nouveau, essayons un tout petit peu de comprendre. Vous avez du gradient U carré sur MB, hein, que vous contrôlez. Donc, le gradient U, il s'annule au moins comme du MB sur 2. OK? Et donc, le gradient U M moins B, puisque c'est ça le terme dont vous vous posez la question, il se comporte au moins comment? Après, on va mettre en sauce ceci un peu plus précisément. Le gradient U carré sur MB, on a obtenu des estimations a priori. Donc ça veut grosso modo dire que gradient U se comporte comme du MB sur 2. Puisque gradient U carré sur MB, il est borné. Il peut même s'annuler un peu plus vite. Mais il s'annule au moins aussi vite que ça. Et si je fais ça, ça vous fait quelque chose qui est semblable à 1 moins B sur 2. Et à nouveau, c'est une puissance qui est positive si B est plus petit que 2. On retrouve la bonne condition de l'unicité dans la définition même de la deuxième équation. Donc, a priori, on se dit que la deuxième équation, elle ne doit pas poser de problème. Et que ce terme-là, il doit toujours être bien défini, comme étant 0 si M égale à 0,
et ce qu'il faut si m est strictement positif. D'accord? Donc la moralité, et après, il va falloir tout ça, il va falloir vérifier ça avec l'existence, mais la moralité, c'est que grâce à la multiplication par m, certes, on a changé les puissances, et gradient U a une puissance P-1, donc on a un peu réduit la puissance du gradient U, mais on a récupéré un m entier, et ça nous rajoute suffisamment d'annulation là où m est nul. Donc l'interprétation de la première équation, c'est de dire que ce qui est encadré, je l'appelle f, je résume, donc voici la formulation du problème, c'est de dire que f est égal à 0, est positif ou nul, que m est positif ou nul, que gradient U est égal à 0 sur la zone où m est égal à 0, et que f est égal à 1 sur p, gradient U puissance p, m à la puissance b, sur la zone où m est strictement positif. Ce qui est entouré, je l'appelle G, et G c'est un vecteur. Je dis que G, il vaut ce qu'il doit valoir, à savoir gradient U à la puissance P-1, M 1 moins B, sur la zone où M est strictement positif, et il vaut 0 sur la zone où M est égal à 0. Voilà voilà l'interprétation précise de la deuxième équation. Au passage, vous vous apercevez que maintenant que j'ai précisé les choses, j'ai triché il y a un instant, puisque je vous ai dit que c'était Laplacien U. Or, ce n'est pas Laplacien U, c'est autre chose que je suis en train d'écrire. C'est un truc qui vaut Laplacien U, là où M est strictement positif, et qui vaut 0, là où M est égal à 0. Mais là, c'est bon, parce que là où M est égal à 0, gradient U vaut 0. Et presque partout, ça veut dire que le Laplacien U aussi vaut 0. Donc, c'est tous les mêmes termes. Mais vous voyez tout immédiatement le fait que M puisse s'annuler nous introduit, à cause de la singularité, donc c'est une difficulté un peu mathématique, parce que en termes de modélisation, avoir la singularité en 1 sur M, c'est, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, un peu absurde. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a presque personne, le coût de déplacement est négligeable. Ce n'est pas logique, il y a quand même un coût de déplacement. Mais cette difficulté mathématique, il se trouve qu'on peut la traiter, que l'on ne sait pas complètement la traiter, parce que savoir complètement la traiter, il n'y a pas de tortiller, hein, pour parler vulgairement, il faudrait démontrer une minoration sur M, ça je ne sais pas le faire. En revanche, on sait obtenir suffisamment d'informations d'estimation a priori, et c'est ce avec quoi je conclurai la semaine prochaine, pour établir qu'il existe une solution qui écrit l'équation exactement là où M est strictement positif et qui essaie d'écrire quelque chose. Il me reste quand même un truc à préciser, c'est les F et les G, dans quels espaces d'intégrabilité ils sont. Donc là, tel que j'ai écrit les choses, ils sont au moins et là. Là, une mesure suffirait, mais ici, on va dire et là. D'accord? Bon. Donc, on arrive à contourner la difficulté en en écrivant du mieux qu'on peut les équations en tenant compte du fait que M puisse s'annuler, et il se trouve que ça suffit pour l'unicité, confère les petits arguments que je viens de faire. Donc, il nous reste quand même une difficulté substantielle, c'est que pour l'instant, on a obtenu une estimation a priori sur F, on a une petite stratégie pour obtenir des estimations a priori supplémentaires. Mais ce n'est pas tant uniquement l'écriture des estimations a priori, c'est qu'il va nous falloir de la compacité sur le gradient, il va nous falloir beaucoup d'estimations a priori, et plus que des estimations a priori, c'est l'analyse de ces estimations a priori pour arriver à construire des solutions vérifiant cela. Parce que ce n'est pas gagné. Même si vous avez des tas de bornes, il faut passer à la limite dans tous ces termes. Et ce sont des termes extrêmement non linéaires. Donc, vous allez avoir besoin d'avoir de la compacité, typiquement de la compacité en X, mais surtout aussi de la compacité en temps. C'est-à-dire qu'il va falloir que le gradient soit compact en espace et en temps. Et les dérivées temporelles, elles sont compliquées à estimer. Pourquoi elles sont compliquées à estimer? C'est parce que justement, là où M est nul, et ce terme, c'est obtenir une estimation sur du sur dt, enfin une estimation par dessous, puisque du sur dt est négatif, ça consiste précisément à obtenir une majoration d'un terme comme ceci. Donc c'est bien contrôlé d'une manière ou d'une autre la singularité.
Donc, récupérer suffisamment d'informations pour construire une solution, et notamment sur les dépendances temporelles, c'est contrôler le F, et donc il va falloir qu'on travaille. Et l'estimation a priori d'énergie sera la base, mais après, il restera pas mal de travail. Donc ça, c'est le programme de la dernière séance qui permettra de clore ces questions de congestion. Vous voyez que là encore, beaucoup de questions restent ouvertes. La première étant, et c'est à mon avis la question la plus fondamentale, que ce soit dans le cadre déterministe, et honnêtement, je vous dirais, prenez le cadre déterministe, prenez P égale à 2, B égale à 1. Parce que c'est quand même le cadre le plus sympathique. On a l'équation qui est, entre guillemets, simplement du sur dt plus 1/2 du gradient u carré sur m est égal à 0, dm sur dt plus Laplacien u est égal à 0. Voilà le système d'équations. Donc on sait qu'il a une unique solution avec un m qui peut être plus positif ou nul, qui peut avoir un certain nombre de propriétés. Donc au sens que je viens d'indiquer. Bon. Est-ce que pour ce système, qui est quand même assez facile à écrire, on sait, oui ou non, que la solution, et on a une unique solution de ce système, est telle que m reste strictement positif ou pas? Voilà. Bon, voilà un très joli problème ouvert, parce que je pense être un très joli problème ouvert, et je ne sais vraiment pas comment obtenir des estimations par-dessous sur m. C'est d'ailleurs un problème assez générique. Je parle sous l'autorité de deux experts en transport optimal de masse, mais les minorations pour les mesures et pour les géodésiques dans le transport optimal, ce n'est pas si facile que ça. Hein. C'est souvent une vraie difficulté. Et je me souviens, je ne sais plus exactement quelle est la question que posait Cédric Villani dans son bouquin, mais il mentionnait cela comme étant un problème, alors qu'on comprenait beaucoup de choses sur le transport optimal pour les distances de Wasserstein dans le cas P égale à 2. C'était vraiment très surprenant qu'on ne sache pas obtenir des minorations agréables dans le cadre même de Wasserstein, pur. Et là, on l'a considérablement généralisé. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème que les gens ont déjà rencontré dans le transport optimal, que l'on rencontre encore ici, encore plus magnifié, et c'est une vraie question intéressante. Il y a des commentaires à faire sur les minorations, non? Hey, attends, c'est parce que toi, tu parles du contrôle optimal. Le contrôle optimal, ce n'est pas le Minfield Games. C'est ce que j'ai expliqué dans mes cours précédents. Donc, ce n'est pas H-1. Voilà. C'est parce que, grosso modo, ce que vous avez en regardant le problème de contrôle optimal qui n'est pas Minfield Games, c'est un coefficient qui ici s'annule lorsque B est égal à 1. Ben oui, mais ce n'est pas le même problème. Donc ça, ce n'est pas H-1. Hein. Ce n'est pas du tout H-1, c'est autre chose. C'est le système de Minfield Games. Il n'y a pas d'interprétation de contrôle optimal de ça. Donc, il faut étudier le système d'équations. Et en même temps, il est très naturel, hein, parce que si on pense en termes de congestion, c'est vraiment le problème de congestion pour des multi-agents. Voilà, écoutez, sur ce, il est largement 11 heures, et je vous remercie. Donc, dernier cours la semaine prochaine.